Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Au sommaire de Ça vous regarde ce soir, l'Union sacrée contre le coronavirus. Dès lundi, tous les établissements scolaires seront fermés, mais les élections municipales, elles, auront bien lieu ce dimanche. Alors ces mesures prises sont-elles cohérentes et surtout à la hauteur? Peut-on rassurer sans bloquer le pays? C'est notre grand débat ce soir. Le gouvernement interdit aussi les rassemblements de plus de 100 personnes, ce qui signifie que toutes les salles de spectacle vont devoir fermer. C'est une annonce d'Édouard Philippe à la mi-journée et c'est un coup de massue pour le monde de la culture. On en parlera. Et puis on reviendra aussi sur les accents socialistes d'Emmanuel Macron qui ont surpris hier. Le chef de l'État promet des décisions de rupture après la crise. Alors que comprendre? Est-on un tournant du quinquennat, un virage à gauche, un virage sur l'Europe ou sur le capitalisme? On en parle dans un instant avec nos invités. Tous ces sujets, on les aborde aussi avec notre grand témoin. Ce soir, c'est Natacha Polony, la patronne de l'hebdomadaire Marianne. Voilà, c'est parti, vous savez tout. On y va. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. Nos invités en plateau ce soir, Natacha Polony, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être notre grand témoin. Vous dirigez la rédaction de Marianne. On va revenir sur ce discours d'Emmanuel Macron, sur les mesures, le changement de ton aussi, sur la forme, peut-être sur le fond. Vous nous direz, vous dialoguerez ce soir avec Aurélien Taché. Bonsoir. Vous êtes député La République En Marche du Val d'Oise, ainsi que Mathieu Plane de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. On va revenir sur les mesures, mais celui qui ouvre le bal, vous le connaissez désormais, c'est Stéphane. Figurez-vous qu'on a retrouvé l'Union sacrée. Stéphane Blakowski, si j'ai bien compris, tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Si j'ai bien compris ce soir. Si j'ai bien compris, Myriam, désolé, j'ai parlé un petit peu trop vite hier. Mais il faut dire que toute la journée, on avait entendu les leaders de l'opposition qui critiquaient le gouvernement. Donc la droite disait « mais ils n'en font pas assez pour les entreprises ». La gauche disait « mais ils n'en font pas assez pour les précaires ». Bon, on avait le sentiment que la trêve politique était rompue et que le soir, quand le président dirait « chers compatriotes, je vous appelle à l'unité nationale », il ne serait pas du tout entendu. Et vous vous êtes trompé donc. Et je me suis complètement trompé, mais je suis assez complètement content de m'être trompé finalement, parce que je me rappelle qu'hier on s'inquiétait un peu quand même à l'idée qu'il y aurait le report des municipales, que forcément l'opposition allait s'indigner, et bien donc cette fameuse unité nationale allait exploser. Bref, le scénario du pire, mais bon ça Natacha le sait, hein. Les journalistes ont ce petit péché, c'est qu'ils sont toujours fascinés par le scénario du pire, parce que évidemment plus ça se passe mal, plus il y a de choses à raconter, mais... L'unité nationale tient le coup. Mais l'unité, pour l'instant, tient le coup, évidemment, puisque ce matin, les Républicains et les socialistes ont eu le sentiment d'être plutôt apaisés par les annonces hier du président. Donc, ils ont réagi par tweet. Je vous fais que l'on voit à l'écran. Voilà, Damien Abad, donc, qui est président du groupe à l'Assemblée, a trouvé que le président était à la hauteur. Et de son côté, Olivier Faure, lui aussi, a dit qu'il avait eu le sentiment d'être entendu. Donc il y a quand même une volonté dans la majorité de la classe politique de ne pas polémiquer. Même Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas le dernier à appeler à l'insurrection régulièrement. Et bien là, il a dit non, c'est pas le moment de critiquer le gouvernement. Le moment n'est pas celui de la polémique, c'est le moment de la solidarité, de la cohésion et du devoir personnel, individuel, de respecter les consignes et de se porter au secours de ceux qui sont les plus dans le besoin de l'entraide. Donc finalement, le seul qui refuse l'unité nationale, c'est le Rassemblement national. Oui, cela dit, Marine Le Pen a annoncé qu'elle était déjà candidate pour 2022, donc elle est déjà un peu en campagne. Je pense qu'Emmanuel Macron a ça dans un coin de la tête aussi. Donc d'ailleurs, dans son discours hier, il a quand même dit que l'un des principaux écueils pour lutter contre l'épidémie, c'était le repli nationaliste. Donc forcément, Marine Le Pen s'est sentie visée. Difficilement ne pas se sentir visée, puisque depuis le début, elle réclame des contrôles plus stricts aux frontières. Donc après le discours du président, elle a enfoncé le clou en te rappelant que pour elle, il fallait fermer les frontières. On l'écoute. On se retrouve dans une situation où les Français ne peuvent pas aller en Italie, puisque l'Italie s'est elle-même auto-confinée, mais où les Italiens peuvent très librement venir en France. Ça n'a pas de sens. Objectivement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de laisser la frontière des gens arriver, par exemple, de pays comme l'Iran, qui sont terriblement touchés par l'épidémie. Un des premiers moyens de freiner l'épidémie était évidemment d'effectuer un contrôle aux frontières.
Alors pourquoi la France ne les ferme pas, ces frontières ? Depuis le départ, le gouvernement dit, nous, on fait confiance aux scientifiques. Et donc, pour l'instant, le Conseil scientifique doit estimer qu'il y a plus d'avantages de ne pas fermer les frontières d'avantages de ne pas les fermer que de les fermer. Donc, le gouvernement s'y tient. Mais le président a dit hier, attention, peut-être qu'on les fermera plus tard. Mais on demandera à l'Europe. On ne fera pas ça tout seul dans notre coin. Donc, déjà, il y a un truc qui déraille. J'allais dire déconne, mais certainement pas. Qui déraille. Les Allemands, voilà, eux, ont craqué. Ils ont réinstallé des contrôles à la frontière. Puis ils ne sont pas les seuls à pas trop avoir envie de recevoir de Français. Je vous laisse jeter un œil sur la carte. Là, donc, c'est une vingtaine de pays qui ont soit carrément interdit l'accueil des Français, donc ça c'est en rouge, comme les États-Unis, ou qui posent des mesures de quarantaine. Donc, on voit qu'en France, Marine Le Pen est plutôt isolée sur cette question de fermeture des frontières, mais qu'à l'international, quand même, c'est une solution qui commence à avoir pas mal de partisans. Donc, je ne sais pas, mais j'imagine que si à terme, on doit fermer les frontières. Ce sera plutôt un événement qui servira à Marine Le Pen, qui sera plutôt à son avantage. Mais comme je vous l'ai dit, je peux me tromper. Merci Stéphane. Le Maroc aussi, qui ferme ses portes à nos ressortissants et à la France. Aurélien Taché, partons du billet de Stéphane. C'est cohérent ces mesures, franchement. Si on prend la question des frontières, un Emmanuel Macron qui vise très clairement Marine Le Pen en disant pas de repli nationaliste, mais finalement on les fermera, peut-être pas maintenant, peut-être pas celle qu'on croit, peut-être pas celle du pays, mais peut-être celle de l'Europe, ou alors localement par région. C'est audible et compréhensible par les gens, ça ? C'est typiquement le piège dans lequel il ne faut pas tomber, l'espèce de facilité qui consisterait à dire on va fermer la frontière et ça va tout régler. On voit que c'est ce que Donald Trump lui a fait, parce que comme il n'est absolument pas préparé à gérer la crise du coronavirus, il a eu un réflexe assez simple, c'est de dire c'est la faute de l'Europe qui ne s'est pas gérée, c'est la faute des Chinois et puis nous on ferme tout et on se 34 cas en Russie qui a fermé ses frontières, 34 oui, cas mais de regardez contamination. Un petit peu la carte que vous avez montrée. On ferme là où les nationalistes ont gagné. C'est Trump, c'est Modi, c'est Poutine, c'est ceux qui effectivement prônent cela. Donc il y a une approche idéologique. Pour vous, il y a une carte populiste de la fermeture des frontières. Je crois que ce qui est beaucoup plus important et qui, moi, m'inquiétait ces derniers jours et je suis rassuré aujourd'hui, c'est qu'il faut que l'Europe, elle, réagisse. Ce n'est pas normal qu'on ait attendu finalement que les Chinois proposent aux Italiens de les aider pour avoir une réaction forte. Cette réaction forte est arrivée aujourd'hui. La présidente de la Commission européenne a annoncé qu'il y aurait donc un fonds avec 37 milliards d'euros qui serait mis en place pour cibler effectivement les dégâts du coronavirus, que ce soit sur le plan sanitaire ou économique. Donc nous, on est cohérents. On réclame une intervention forte de l'Europe parce qu'on croit que c'est en coordonnant nos réponses et nos efforts qu'on viendra à bout d'un mal qui est transnational. Et donc, on va effectivement, si on doit fermer les frontières, le faire en coordonnant, en se coordonnant avec l'Europe. Il faut se tenir à ça. Et quand l'Allemagne le fait de son côté, en tout cas rétablissant les contrôles. L'Allemagne n'aurait pas dû agir unilatéralement. L'Allemagne a freiné pour le plan de relance de l'Europe. L'Allemagne n'est pas forcément à la hauteur en ce moment, non. Voilà. Mais c'est pas pour ça qu'il faut que nous, on soit mauvais élèves aussi. Alors, au contraire, on impulse autre chose et on a des résultats, la preuve avec le plan. Natacha Polony, vous allez réagir. Je voudrais qu'on écoute juste le président de la République pour bien qu'on comprenne les mots employés. Est-ce qu'il fait de la politique ou est-ce qu'il annonce des mesures à venir ? Écoutez. Nous devons aujourd'hui éviter 2 écueils, mes chers compatriotes. D'une part, le repli nationaliste. Ce virus, il n'a pas de passeport. Nous aurons sans doute des mesures de contrôle, des fermetures de frontières à prendre. Mais il faudra les prendre quand elles seront pertinentes et il faudra les prendre en Européens à l'échelle européenne. Natacha Polony, ça peut passer, ça, ce discours-là ? Un préalable. Je trouve qu'Emmanuel Macron a été tout à fait à la hauteur hier, qu'il a été très bon, que sur les mesures sanitaires, il me semble qu'il n'y a pas grand-chose à redire. Je pense qu'il est nécessaire de temps en temps de reconnaître, en effet, que je ne vois pas qui aurait pu faire tellement mieux. En revanche, après, il faut être précis. Quand j'entends Aurélien Taché dire que ce sont les populistes qui ferment leurs frontières, c'est factuellement faux. Il y a des pays qui ne sont absolument pas populistes qui ont fermé leurs frontières. Ça ne veut pas dire que je pense qu'il faut les fermer. Mais là, ce qui me semble assez intéressant, c'est que, évidemment, on n'a pas besoin de les fermer. Tous nos voisins les ont fermés pour nous. Donc on peut continuer à dire, nous, on est généreux, il ne faut surtout pas se replier. De toute façon, de fait, ça ne circule plus. Alors, le principe, c'est de se demander exactement comment l'Europe aurait pu réagir. Parce que je vous entends, et le président de la République a raison de dire que dans un monde idéal, oui, ça devrait être une réponse européenne. Mais de fait, ça n'en est pas une. L'Europe est totalement morte. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'au pied du mur, face à une crise
comme celle-ci, il n'y a pas la moindre solidarité. Et c'est bien ça qui est préoccupant. Alors on peut reconnaître à Emmanuel Macron d'avoir essayé depuis quelques mois de proposer des choses pour construire une Europe. Il s'est heurté à un mur et là, au moment où il faudrait une véritable solidarité, on s'aperçoit qu'elle n'existe pas. C'est pour ça que ce que je regrette dans votre discours, c'est ce côté, ce faux lyrisme. Il y a un moment où il faut reconnaître honnêtement les choses. Où, en effet, l'Allemagne n'est pas à la hauteur. Vous avez bien vu la décision qui a été prise aujourd'hui, Madame Pollini. Vous avez bien vu que, justement, un plan venait d'être débloqué, 37 milliards d'euros. Quelque chose qui ne vous a pas échappé, j'en suis certain. En tout cas, moi, c'est le cas. En mettant les traités de côté, les fameux traités qui imposent le libre-échange et qui peuvent être parfois critiqués. Je crois que vous le faites vous-même. Et je peux avoir des choses à redire aussi là-dessus. Et là, on dit que les aides aux entreprises, par exemple, qui sont interdites par les traités européens, eh bien, on va suspendre cela. On va mettre 37 milliards d'euros. On aurait eu cette conversation hier, j'aurais été obligé d'abonder dans votre sens. Mais aujourd'hui, la décision a été prise de débloquer ces 37 milliards d'euros. Donc on va se tourner vers l'économiste que vous êtes, Mathieu Plane. 37 milliards d'euros au niveau de l'Union européenne. Je donne quelques chiffres pour comprendre un petit peu, parce qu'on pense à la crise de 2008, et on se rappelle que comme ça, il y avait des plans de relance massifs partout. À titre de comparaison, l'Allemagne a débloqué le plus grand plan d'aide de son histoire, par la forme de prêts sans limite, 550 milliards d'euros. L'Europe, on l'a dit, 37, la Chine, 70 milliards d'euros. Les États-Unis, 1500 milliards d'euros injectés via la Fed, la réserve fédérale américaine. Et la France ? Ouais, non mais alors attention, il y a des choux et des carottes là-dedans. Voilà, ça donne le tournis, ces milliards. Zéro, mais c'est pas une dépense budgétaire équivalente à faire une mesure de chômage partiel, par exemple, que vous n'allez pas récupérer. Donc confondre ce que met la Banque centrale sur la table par rapport à des questions budgétaires de ce que les États vont engager, ça n'a absolument rien à voir. C'est alors, pareil pour l'instant, on n'a pas de chiffres pour la France. On parle n'importe quoi. On dit 37 milliards, 1500 milliards. On ne peut pas le comparer comme ça. C'est pas du tout une critique. Non, mais on fait de la pédagogie. Voilà. Et c'est pareil sur les décalages de trésorerie. C'est une mesure nécessaire. C'est-à-dire que si vous voulez éviter que un nombre de boîtes mettent pas la clé, vous évitez qu'elles mettent la clé sous la porte, le seul moyen, quand elles n'ont pas d'activité, c'est de faciliter la trésorerie. Et donc, l'action budgétaire des pouvoirs publics, qui est une des bonnes actions, c'est de dire on décale le paiement de certains nombres d'impôts, TVA, cotisations sociales. Les charges, ce que pas dire qu'elles ne les paieront pas un jour. C'est-à-dire vous décalez juste le paiement. Vous avez compris que c'est un report. C'est un report. Mais pas une annulation. C'est pas une annulation. Dégrèvement qui était prévu. Donc dégrèvement. Mais ça peut remonter, ça peut faire, si vous faites le calcul, ça peut faire vite 30-40 milliards sur un mois. Donc c'est conséquent. Ça ne veut pas dire que cet argent est totalement injecté. C'est pareil pour une banque centrale, quand elle va prêter de l'argent aux banques, elle le prête avec des conditions qui sont favorables, mais cet argent sera remboursé. Donc ça, c'est déjà une des premières distinctions. Après, la réponse, elle se fait pays par pays, parce que d'abord, on n'a pas les mêmes systèmes de santé, on le voit bien. On voit qu'on n'a pas géré la crise sanitaire de la même façon. Il y a certains pays qui ont rapidement mis en place du confinement, d'autres ont ont fermé un certain nombre d'écoles. Nous, on a choisi aussi une stratégie qui a été un peu différente. Donc c'est vrai que la question européenne, elle paraît presque décalée là-dessus. C'est-à-dire que... Mais vous faites partie de ceux qui ont trouvé qu'il y a eu un retard à l'allumage de Bruxelles et de la Commission européenne. Moi, je ne crois pas que l'Europe, elle a un budget de 1% du PIB. Qu'est-ce qu'elle peut vraiment faire ? À part dire, effectivement, on sort des 3%, mais on ne va pas dire on va respecter les critères budgétaires aujourd'hui. La question, elle va se poser. Là, on est dans les mesures de soutien et mesures d'urgence. Je pense que c'est pays par pays où il faut des mesures rapides, opérationnelles, et ça, c'est au niveau national que vous allez prendre, dans une sortie de crise. C'est-à-dire peut-être dans 4-5 mois, il va falloir coordonner effectivement des plans de relance intéressants, intelligents, pas dépenser de l'argent n'importe comment, et savoir comment on fait repartir les économies. Et là, la coordination sera importante. Là, dans l'urgence, le traitement d'urgence, il se fait surtout pays par pays. Après, ce que peut dire l'Europe, c'est, effectivement, aujourd'hui, on ne va pas regarder les 3%, effectivement, on ne va pas regarder les aides sectorielles, parce que d'habitude, c'est considéré comme des distorsions de concurrence. Mais ça, c'est le minimum, on va dire. Quoi qu'il en coûte, ça a été répété 3 fois par le président de la République. Aujourd'hui, on entend Bruno Le Maire répéter qu'on fera le nécessaire et même plus. Qu'est-ce que ça signifie finalement ? Ça veut dire que l'État ouvre la dépense publique pour soutenir, et même au-delà, les conséquences économiques principalement ? Oui, d'abord sur la partie crise conjoncturelle, et puis après, il y a même une ouverture qui a été faite plus importante que ça par le président de la République, mais qui est finalement cohérente avec ce qu'il disait avant sur déjà les 3%. Et maintenant, peut-être qu'on va arriver effectivement au moment où il va falloir poser un certain nombre de questions, mais en attendant déjà dans l'urgence au niveau national, la mesure de prise en compte du chômage partiel à 100% par l'État, c'est quelque chose de très fort.
Alors, la question qui va se poser aussi, c'est de savoir si cette réforme de l'assurance chômage va s'appliquer ou non. Moi, je souhaiterais qu'on puisse aussi étendre ce chômage partiel à d'autres travailleurs précarisés, type travailleurs indépendants, VTC et autres. On voit bien qu'on est en train, sur le plan social, effectivement, de mettre les moyens pour que la crise ne touche pas les plus vulnérables, pour qu'elle ne touche pas les plus fragiles. Ce sera aussi le cas pour nos aînés, je pense, et des décisions fortes devront être prises aussi dans ce domaine-là. Et puis, bien sûr, il y a la partie de soutien aux entreprises. Donc, pour répondre à votre question, très claire, on a une idée du chiffre. la question de la dépense publique et de la lutte contre les déficits ne viendra pas gréver tout ce qui doit être fait pour protéger les Français. Donc, d'ores et déjà, les 3%, on oublie, on abandonne. C'est une question que je pose. Non, mais bien sûr qu'on va être très loin. Enfin, il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il y a un double choc. On se le dise, voilà. Non, mais quand vous avez un choc comme ça macroéconomique, votre activité chute, c'est des recettes fiscales en moins, parce qu'il y a moins de bénéfices, donc moins d'impôts sur société, il y a moins de consommation, il y a moins de TVA. Ça, c'est le choc naturel, c'est conjoncturel. Et ça peut déjà faire représenter des dizaines de milliards d'euros. Et à ça va s'ajouter les mesures de soutien et de relance. Donc bien sûr qu'on va être au-delà. D'ailleurs, la question qui va se poser en sortie de crise, c'est à quelle vitesse on va essayer de résorber ces déficits et pas faire les mêmes erreurs qui ont été faites en 2009 quand on a voulu réduire trop vite les déficits et qu'on a cassé la reprise. Mais là, je pense qu'on n'en est pas là aujourd'hui. Mais en tout cas, il faut, bien sûr, pour éviter que cette crise ait des conséquences durables et structurelles, il faut absorber le choc. Et absorber le choc, ça veut dire que les pouvoirs publics, l'État, fait ce qu'il peut. Pour l'ensemble de la population, c'est-à-dire qu'on pense aux parents qui vont devoir prendre des nounous, donc ça, il faut des indemnités, aux salariés, aux entreprises, aux indépendants. Il y a deux ciblages. Il y a à la fois sur les entreprises à travers préserver le tissu productif, et pour les ménages et les salariés, c'est préserver en gros leur pouvoir d'achat. Et pour l'emploi, se pose la question des contrats courts, les temporaires, les intérimaires, les CDD, eux qui risquent d'avoir un certain nombre de problèmes parce qu'ils ne bénéficient pas du chômage partiel. Natacha Polony, vous portez quel regard au fond sur cette façon finalement que le monde a à ouvrir les vannes de la dépense pour sauver chacun des États? On a l'impression qu'on revient un petit peu 2008. Est-ce que c'est comparable ou pas? C'est assez différent dans la mesure où la crise ne vient pas de la finance cette fois-ci, et elle va venir de l'économie réelle au départ. Et il va y avoir des situations absolument tragiques, parce que vous avez déjà des gens, je pense par exemple à un photographe dans l'événementiel d'entreprise, il n'y a plus d'événementiel. Il est en indépendant, sa femme bosse avec lui, c'est un exemple réel qui existe, ils n'ont plus rien, pas de revenus. Et ça fait partie de ces gens qui sont totalement précaires. Là, le constat qu'on peut faire, c'est que le système qui consiste à précariser le travail est absolument calamiteux. Alors, on peut se réjouir que les politiques s'en rendent compte aujourd'hui, mais ça aurait été mieux de s'en rendre compte avant. C'est bien ça le problème. C'est-à-dire que là, on s'aperçoit, quand on écoute le président de la République, on s'aperçoit qu'il nous dit... Voilà, on ne peut pas continuer comme ça, il va y avoir une rupture, il faut restaurer la souveraineté alimentaire, nous devons produire chez nous. Mais pourquoi, dans ces cas-là, avoir expliqué pendant 20 ans que les gens qui disaient cela étaient des nationalistes, étaient des populistes, Enfin, c'est absolument aberrant. On s'aperçoit en effet qu'un système qui précarise les salariés en les incitant à aller vers l'auto-entrepreneuriat, ça provoque, en cas de choc de ce style-là, des situations tragiques, que quand on décide, pour des raisons de coût, de fabriquer ailleurs, on dépend totalement des autres pays. C'est tout ça qui est en train de se jouer en direct. Alors, la question, c'est est-ce qu'on va réussir à réparer ça suffisamment vite pour que les dégâts ne soient pas trop importants? Réparer et peut-être changer après la crise. On va maintenant parler de ce nouveau modèle de développement qu'a l'air de souhaiter le président de la République. En tous les cas, il a interrogé notre modèle actuel. C'était à la fin de son discours. Alors de quoi a-t-il parlé précisément? On voit cela avec Clément Perrault. Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite, sans condition de revenus, de parcours ou de profession, notre État-providence ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Emmanuel Macron en défenseur de l'État-providence. Ce passage de son allocution a surpris, notamment à gauche. Mesdames, Messieurs, il aura fallu une crise, il est vrai mondiale, pour que le président de la République comprenne qu'un monde et un modèle de monde est mort. S'il ne va pas aussi loin, le président de la République estime qu'il y aura effectivement un avant et un après coronavirus en matière de politique économique. Il nous faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons. Interroger le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour.
Les prochaines semaines et les prochains mois nécessiteront des décisions de rupture en ce sens. Je les assumerai. Cette crise sanitaire sonne-t-elle le glas de la rigueur budgétaire et de la mondialisation à tout crin ? Pour les économistes libéraux, il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives. Il y a des constantes. Ce n'est pas parce que tout à coup on redécouvre que le système public de santé est une chose souhaitable qu'il ne faudra pas un État efficace. On a un niveau de dépenses publiques qui est très supérieur à celui des autres pays. Si la crise est courte, on l'aura oublié pour l'essentiel avant Noël. On s'en souviendra sur le plan sanitaire, mais ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Qu'il marque ou non un tournant dans le quinquennat, ces propos du président sont des signaux clairs à l'aile gauche de sa majorité qui semble douter ces dernières semaines. Des signaux aussi au personnel soignant en colère qui portent en eux la réussite ou non de la gestion de crise. Vous voyez faire une moue un peu dubitative, Natacha Polony. Est-ce que ce qu'on entend dans la bouche du président, selon vous, c'est un changement de ton ou c'est un changement de cap ? C'est de la forme ou c'est du fond ? J'espère que c'est du fond. J'espère que c'est un véritable changement de cap parce que de toute façon, c'est totalement nécessaire. Il est vrai, hélas, qu'Emmanuel Macron nous a habitués depuis le début à d'excellents discours, parce qu'en général, les discours, on peut applaudir du début à la fin, enfin pas à chaque fois, mais souvent. Très bon discours, et derrière, en général, il n'y a rien. Et là, c'est vrai que c'est un tel changement. Je veux dire, le président qui nous a parlé du pognon de dingue et celui qui maintenant fait l'éloge de l'État-providence, celui qui trouvait que les traités de libre-échange, c'était formidable, vient nous expliquer qu'il faut assurer la souveraineté alimentaire, donc qu'il vaut mieux éviter de ruiner nos agriculteurs. Garder les services publics aussi en dehors d'une logique de marché, a-t-il expliqué ? La question, c'est celle de la cohérence. Alors, peut-être a-t-il tout à coup vu la Vierge, peut-être qu'il a compris, mais j'adorerais, et dans ces cas-là, j'applaudirais. Voilà, dans ces cas-là, si vraiment ce discours-là trouve des mesures concrètes qui viendront le conforter, je serai la première à applaudir, mais ce serait pas mal de reconnaître quand on s'est planté gravement. Il a vu la Vierge ou pas ? Je ne sais pas si ça m'appartient. Mais non, en tout cas, ce que je peux dire, effectivement, moi, je vous entends sur notamment les sujets de souveraineté alimentaire et d'autres. Vous faites partie de ceux qui portent ces sujets depuis longtemps. Après, attention, il peut toujours y avoir deux types de réponses. Aujourd'hui, on n'est pas à la hauteur. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut avoir une réponse qui serait une mise en retrait par rapport à l'Union européenne, par exemple ? Mais personne ne dit ça. Très bien, tant mieux. Personne. Tant mieux. Mais moi, je crois plutôt que c'est de plus d'Europe qu'on aura besoin. Tout à l'heure, vous disiez sortir des 3% et mettre cette règle de côté pour faire face à la crise et au plan de relance. Moi, j'espère qu'on va tirer le fil un peu plus loin et qu'on va se demander si, par exemple, les dépenses de santé, les dépenses liées à la protection des plus vulnérables, on voit bien que nous sommes face à des crises sanitaires, écologiques, de migration aussi. Mais quand on écoute Jean-Luc Mélenchon, je vous le recite quand il dit, pardonnez-moi de vous interrompre, il aura fallu cette crise mondiale pour que le président de la République comprenne que le modèle d'un monde est mort. Mais il a raison ou pas ? Parce que si Emmanuel Macron ne va pas dire demain que finalement la France doit se couper du reste du monde, comme le fait Donald Trump ou comme le font les gens contre qui il oppose des thèses adverses depuis longtemps sur le multilatéralisme, sur la coopération internationale. Par contre, redonner ou peut-être alors même ça donner se traduit tout court comment de la puissance, ça se traduit par ce que je suis en train de dire. Si vous sortez, reprend la main sur certains secteurs industriels, énergétiques. Si vous permettez à l'Union européenne d'avoir une action un peu différente de celle que les traités lui laissent avoir aujourd'hui sur la capacité de soutenir les entreprises, sur la capacité de ne plus comptabiliser dans les 3% de déficit un certain nombre de dépenses liées à la santé, liées au climat, liées à la protection des plus vulnérables, vous avez des moyens d'action politique absolument déterminants. Le problème, c'est que vous nous sortez ça comme un mantra, c'est-à-dire il faut plus d'Europe. Depuis que vous êtes en politique, vous nous expliquez qu'il faut plus d'Europe. Quelle Europe ? Avec quels moyens ? Avec quels partenaires ? C'est ça la question. Ça ne veut rien dire plus d'Europe. D'ailleurs, ce qui est très intéressant dans le discours d'Emmanuel Macron, c'est que lui, qui depuis le début de son mandat, nous parle de souveraineté européenne, sans définir jamais ce que ça signifie exactement. Parce que moi, je ne suis pas contre. En effet, il faut définir ce sur quoi nous devons être indépendants, ce sur quoi l'Europe doit être indépendante. Mais souveraineté européenne, il faut dire ce que ça signifie. Or là, il est allé un peu plus loin. Pour la première fois, il a parlé de souveraineté française et européenne. Absolument. On sent le léger glissement. Pourquoi ? Parce qu'il a très bien compris justement que là, l'Europe vient de montrer qu'elle était incapable de réagir ou qu'elle mettait un temps infini et qu'il y a un réel problème. Donc la question, c'est comment il va faire pour
imposer les solutions face à une Allemagne qui a décidé de jouer perso, de toute façon, comme à chaque fois. Mathieu Plane, j'aimerais votre analyse là, sur cette fin de discours. Qu'avez-vous compris ? Il n'est pas très neuf, ce débat. Ça fait Non, mais il y a quand même les économistes, les intellectuels, même les politiques l'ont. Mais là, il y a une inflexion dans le discours. On va voir. Du C'est vrai président. qu'on peut penser qu'il y aura un avant et un après coronavirus. Et donc, on va voir jusqu'où l'Europe est capable d'évoluer là-dessus. Y compris dans la crise, parce qu'on va voir le rôle de la Banque centrale aussi, qui est quand même déterminant. On l'a vu avec Christine Lagarde hier. Expliquez-nous alors. Pour l'instant, on ne touche pas au taux directeur, mais ils sont tellement bas. En fait, on parle, ce que vous avez dit, d'une crise sanitaire qui est une crise économique, qui a des répercussions financières. Aujourd'hui, l'Italie est extrêmement exposée. Le risque, c'est que l'Italie se retrouve sous l'attaque des marchés financiers, et notamment sur sa dette, en considérant que ça devient plus soutenable. Si l'Italie peut plus emprunter... Ça veut dire quoi concrètement ? Concrètement, qu'elle pourrait être mise en défaut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les marchés exigent des taux de rendement de plus en plus élevés sur l'Italie, alors qu'ils demandent des taux de rendement de plus en plus bas pour l'Allemagne ou pour la France. La crise des dettes souveraines, comme on l'a pu le connaître avec la Grèce. Exactement. Le risque de ça, c'est qu'au bout de 2-3 mois, on s'aperçoive que l'Italie soit en grande difficulté et qu'elle n'ait pas d'autre recours que l'accès au marché. Et donc, à ce moment-là, c'est qu'est-ce que fait la Banque centrale ? Et la Banque centrale, c'est vrai que Mario Draghi, il avait sauvé l'Europe en 2012 avec le whatever it takes, c'est-à-dire qu'il a tout fait pour garantir l'euro et le fait que la zone euro n'éclaterait pas. Ce qui veut dire que la valeur d'un euro italien est la même qu'un euro allemand. Ce qui veut dire qu'à terme, vous ne pouvez pas emprunter avec des taux extrêmement différents entre l'Italie et l'Allemagne. Donc ça veut dire que le rôle de la Banque centrale, c'est effectivement de gérer les spreads. Alors que Mme Lagarde a dit, après les revenus dessus, c'est-à-dire les écarts d'emprunt entre l'Allemagne et l'Italie. Mais ça va avoir des conséquences fortes. Donc l'Europe va avoir un rôle à jouer sur la question des règles budgétaires, vous l'avez dit. Effectivement, qu'est-ce que sont les dépenses d'investissement qu'on peut sortir de là ? Et puis après, sur les phénomènes de relocalisation. Est-ce qu'on va mettre une taxe carbone aux frontières, qui est un vrai sujet. On voit que, justement, avoir une indépendance justement, de production sur ces chaînes de production qui sont de plus en plus à risque, aujourd'hui pose un problème écologique. Et puis, à terme, la question de la relocalisation, c'est quand même quelque chose... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire être moins dépendant à la Chine. Et la question de la stratégie et des actifs stratégiques. Refaire de l'industrie made in France. Voilà, mais et produire... Est-ce que produire des respirateurs, est-ce que c'est un actif stratégique sur l'industrie ? Est-ce que produire des masques, c'est un actif stratégique ? Je veux dire, il faut repenser tout ça et pas penser qu'en fait, on peut être juste sur des chaînes de production éclatées avec une compétitivité coût qui soit toujours de plus en plus dure. Souveraineté française. Protectionnisme, non, c'est pas pareil. Souveraineté. Protectionnisme, c'est ça aussi, c'est cette question-là. Se protéger, oui, effectivement. Mais Arnaud Montebourg sort-il du corps d'Emmanuel Macron ? Mais on vient de donner des exemples très concrets de ce qui pourrait justement permettre un changement de braquet et qui est absolument indispensable. Moi, je veux pas plus d'Europe pour plus d'Europe. Je veux plus d'Europe parce que c'est plus efficace d'avoir des réponses à 27. C'est plus efficace quand qu'on doit faire face à un certain nombre de crises majeures, de pouvoir répondre ensemble. Et c'est uniquement pour cette raison-là. Mais tout ne doit pas se résumer non plus à la question européenne, je l'entends. Quand on va mettre des systèmes de protection en place sur le plan social pour les chômeurs, comme Emmanuel Macron vient de le dire, prendre 100% du chômage partiel en charge par l'État, c'est quand même une mesure très concrète. Ça, c'est pas qu'un discours. Je crois que là, il met les actes immédiatement en œuvre. Eh bien, on va devoir poursuivre cela dans un certain nombre d'autres domaines. Là, c'est des mesures de soutien. Oui, mais il y a un énorme manque à gagner. Là, on parle d'un autre modèle de développement. C'est après la crise. Quand il parle d'un autre modèle de développement, de mesures de rupture, il y a effectivement deux choses. Il y a comment on a, sur le plan politique, les moyens d'agir face à un certain nombre de crises majeures. Et pour ça, il faut remettre un certain nombre de règles budgétaires européennes en cause. On en a parlé. Et puis, il y a aussi, effectivement, qu'est-ce qui relève du service public, du commun, et qu'est-ce qui relève du marché. Et par exemple, là, on voit que nos aînés sont, par exemple, exposés de manière importante au risque sanitaire. Il faudra, effectivement, aller demain vers un service public qui puisse les protéger, aller vers un service public qui prend en charge les personnes dépendantes, qui protège nos aînés. À Paris, Agnès Buzyn le propose d'ailleurs, un service public de maintien à domicile pour les aînés. C'est tout un tas de questions comme ça qui va se poser. Et effectivement, qu'est-ce qu'on sort un peu du pur marché pour entrer dans le giron du service public ? Et ça, c'est effectivement des choix qu'il faudra faire en France. Alors, éloge de l'État-providence, service public, on va écouter... J'ai jamais été contre l'État-providence. Le ministre... Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas de le remettre en question. C'était pour paraphraser ce que vous venez de dire. On va écouter le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, qui parle même, lui, d'un nouveau modèle capitaliste. Écoutez. Je crois l'avoir dit d'ailleurs, même avant cette crise économique, il y aura un avant et un après la crise du coronavirus. Sur l'organisation des échanges, sur la mondialisation, cela fait plusieurs mois que je vous dis qu'il faut inventer un nouveau capitalisme.
Natacha Polony. Non, mais je vous dis, ils sont tous devenus alter-capitalistes, c'est formidable. Non, mais on se réjouit, encore une fois, on se réjouit, ils ont enfin compris. C'est-à-dire qu'en effet, quand on parle concrètement de ce que ça signifie de ne pas dépendre d'autres pays pour des actifs stratégiques, pour des points qui sont absolument essentiels. Ça nécessite ensuite des mesures concrètes. Comment on fait pour relocaliser une partie de l'économie? Ça va prendre du temps. Il faut décider, en effet, comme vous le disiez, quels sont les éléments qu'on va produire ici, qu'on doit produire ici. Le ministre de l'économie, quand on l'interroge pour l'instant, c'est quand même très très vague. C'est-à-dire que finalement, on s'aperçoit que oui, c'est quelques poncifs sur les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, c'est important qu'on sache le faire. À aucun moment, on ne comprend comment concrètement on va produire ce qui permettra de ne pas être dépendant d'autres pays. Comment on fait pour que l'industrie pharmaceutique ne produise pas totalement 85% en Chine. Comment on fait? Est-ce qu'on les oblige? Est-ce qu'on en privatise? Est-ce qu'on en nationalise une part? Allons-y jusqu'au bout. Ou est-ce qu'on met des règles très strictes qui permettent... Voilà. Et quelles règles? C'est tout ça qu'il va falloir discuter. D'abord, combien de temps ça peut prendre, une sorte de conversion comme ça d'une économie qui remettrait en cause les fondamentaux de la mondialisation? Moi, je trouve ça très bien qu'il y ait cette orientation. En 2008, suite à la crise, Nicolas Sarkozy avait fait ce même revirement. On pense très interventionniste, effectivement, contre la finance, complètement dérégulé. Enfin bon. La question, c'est qu'il faudra avoir de la mémoire après. Et comment on fait? C'est justement la question. C'est par exemple au niveau européen. Quels sont les secteurs qu'on pourrait subventionner, par exemple? Parce qu'aujourd'hui, toute subvention est une distorsion de concurrence. Donc ça veut dire remettre en cause même le modèle même de construction européenne. C'est-à-dire sur est-ce que la concurrence à tout va fonctionne quand vous devez avoir un certain nombre d'industries qui doivent se localiser. La question, c'est que les autres pays n'ont pas fait ce choix-là. Donc clairement, il va falloir redéfinir au niveau national, mais au niveau européen, effectivement, ce qui permettrait... Au niveau européen, vous qui êtes économiste, vous étudiez forcément les politiques de l'ensemble des États. L'Allemagne, elle suit ou elle suit déjà, pas? On va voir, parce qu'il y a eu déjà des changements sur un certain nombre de choses, et notamment les décrets qui avaient été sur la question des actifs stratégiques que vous pourriez protéger en cas, justement, d'OPA d'un certain nombre de boîtes, qui faisaient, par exemple, en France, il y a eu le décret suite à Alstom avec Arnaud Montebourg. En Allemagne, il s'était mis. Mais là, il va falloir accélérer, c'est-à-dire accélérer et considérer une certaine liste aussi sur les questions sanitaires. C'est-à-dire que c'est pas juste l'industrie de pointe, c'est aussi sur des choses du quotidien qui peuvent s'avérer indispensables. Mais par exemple, si on prend l'industrie, on va dire à l'ancienne, la voiture, il faut que la France puisse refabriquer une voiture de bout en bout de chaîne, totalement sur son sol? Non, pas forcément. Pas forcément, et en même temps, pourquoi pas sur certaines choses? C'est-à-dire qu'il y a aussi une dimension d'indépendance par le fait qu'on n'a pas un chômage de masse qui nous expose à la moindre crise. C'est-à-dire que produire en France, ça permet aussi de ne pas avoir des gens qui sont dans une situation totalement précaire quand surgit une crise comme celle-là. C'est pour ça que je vous vois opiner du chef, rien tâcher quand on parle du fait de repenser à l'échelle européenne. Oui, mais encore une fois, le modèle d'Europe que vous avez défendu depuis que vous êtes en politique et le modèle défendu par Emmanuel Macron, ce n'était pas celui-là. Et vous avez expliqué à tous les gens qui critiquaient le modèle actuel d'Union européenne qu'ils étaient anti-européens. C'est-à-dire quand on essayait de vous dire mais ça ne marche pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Au fond, est-ce que vous êtes encore capable de convaincre? J'ai simplement toujours dit, moi, si vous changez de pied à ce point, qu'il ne fallait pas, parce que l'Europe n'avait pas toutes les vertus dont on aimerait la parer immédiatement, revenir sur l'idée de projet européen. Je défends bec et ongle depuis le début de mon engagement politique. Revenir sur l'idée de projet européen. Non, vous pouvez pas dire ça. Dans le paysage politique français, il y a quand même aujourd'hui des forces extrêmement importantes qui vont d'ailleurs d'un bout à l'autre de l'échiquier politique, que ce soit Marine Le Pen d'un côté ou Jean-Luc Mélenchon de l'autre, qui vous explique très clairement que... J'ai pas entendu Jean-Luc Mélenchon dire qu'il fallait... on est quasiment sur le Brexit, en tout cas on est sur un tel niveau d'exigence. Mélenchon dit, tant que l'Europe ne fera pas aussi bien que la France en matière sociale, on ne fera pas l'Europe. Bon, ben voilà, d'accord, on ne fera pas l'Europe. Donc moi je pose le principe de l'Europe politique et de la démocratie européenne. Donc pour vous, la relocalisation... Après, j'ai toujours dit que malheureusement, oui, pour l'homme de gauche que je suis, forcé de constater que l'Europe a toujours été plutôt de droite, mais ça, après, je suis un sincère démocrate, donc je me bats pour que ça change. Voilà, depuis le début. Mais je ne laisserai pas remettre en cause l'idée européenne parce que elle ne fonctionne pas exactement comme j'aimerais à un moment T. Donc là, il y a une occasion de la réorienter. Vous avez reconnu vous-même que le président de la République essayait depuis des mois d'emmener un certain nombre de pays dans cette direction. Aujourd'hui, il y a une crise majeure qui peut provoquer une prise de conscience. Moi, je souhaite qu'enfin on puisse y arriver
parce qu'on aura cette prise de conscience un peu plus généralisée. Ma question, elle est simple. À cause d'une mauvaise nouvelle qui est le coronavirus, mais enfin, si ça peut avoir cette vertu-là, pour le faire, ces décisions de rupture, et convaincre les Allemands, et par le passé, l'histoire a montré que c'était très difficile. Si ça n'était pas possible à l'échelle européenne, est-ce qu'il faut faire en France ce programme de nouveaux modèles, uniquement en France? Mais de toute façon, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il faudra agir au niveau national. On le disait juste avant, pour la protection sociale, pour un certain nombre de services publics, c'est évidemment en France qu'il va falloir faire. Mais pour ces grands sujets d'économie qui finalement dépassent le seul cadre national, ou pour faire face à des menaces qui sont elles aussi internationales, là, il va falloir trouver des partenaires. Emmanuel Macron, quand il a fallu trouver des partenaires sur un certain nombre de sujets, je pense par exemple à l'accueil des réfugiés, et que l'Union européenne n'allait pas assez vite, il a su faire. Il a su trouver des pays qui voulaient avancer avec lui. S'il faut à un moment en passer par là aussi pour entraîner finalement un noyau dur qui en Europe, ou en tout cas un certain nombre de pays qui seraient prêts à coopérer ensemble pour faire face à un certain nombre de défis, pourquoi pas? Moi, mon mantra, il est simple, il est de dire qu'effectivement, vous avez un certain nombre de problématiques, qui sont transnationales, et donc il faut pouvoir y répondre sur le plan transnational, sans dogme par rapport à ça. Je rappelle que vous représentez plutôt l'aile gauche de La République En Marche. Vous avez discuté avec vos collègues depuis ce discours, et notamment de la fin de ce discours. Comment il est perçu? On a évidemment le sentiment que la campagne présidentielle est lancée. Est-ce que ce tournant-là, il est attendu par la majorité? Vous avez évidemment beaucoup de gens qui se réjouissent effectivement qu'on puisse remettre la question des protections, la question finalement d'une plus grande solidarité au cœur de la suite du quinquennat. Alors on peut toujours dire pourquoi ça n'est pas arrivé plus tôt. Moi j'essaie de voir le verre à moitié plein. Vous avez aujourd'hui des actes forts pris par le président de la République. Vous avez un chemin qui est tracé. Maintenant à nous de nous en emparer, de faire des propositions, et je vous assure qu'on sera au rendez-vous. On va écouter à nouveau Bruno Le Maire. Et je vous interroge juste après, Mathieu Plane. Il parlait de la politique de l'offre qui, au fond, continuera, mais qui n'est pas incompatible avec un État fort, un État protecteur. Écoutez. Politique de l'offre n'a jamais voulu dire, et j'ai toujours été très clair là-dessus, que l'État abandonnait son rôle de protection. Et aujourd'hui, il a un rôle pour protéger, pour défendre nos entreprises, pour soutenir l'économie. Et il va le jouer à plein. Mathieu Plane, on peut faire une politique de l'offre, de soutien aux entreprises, qui baissent les charges, qui essayent de jouer sur le coût du travail, et en même temps défendre un État protecteur dans certains secteurs stratégiques? Oui, on peut, on va dire. Le problème, ça revient à la question européenne, c'est que aujourd'hui, on est allé loin dans ces politiques de forme de dévaluation fiscale, de compétitivité, c'est-à-dire on essaie de baisser les cotisations, les coûts du travail, la fiscalité du capital. Comment c'est compatible avec, justement, plus protégé, plus de services publics? Il y a quand même une question qui va se poser, qui s'est mal posée pour le moment au niveau européen. On le voit sur, par exemple, aussi la taxe GAFA. On n'a pas été capable, au niveau européen, de mettre en place une taxe. Aujourd'hui, la concurrence fiscale sur le capital n'a jamais été aussi dure au niveau européen. Donc moi, je veux bien. Je suis pour plus protéger, pour avoir un certain nombre de secteurs qui soient plus stratégiques et qu'on mette les moyens dessus. Mais à un moment, ça veut dire remettre en question aussi cette course à la concurrence fiscale. Aujourd'hui, l'Europe n'apporte pas des réponses, ce qui ne veut pas dire qu'individuellement, on ne peut pas se faire des mesures de compétitivité d'un côté et répondre à des mesures d'urgence. C'est pas incompatible. C'est à long terme, en fait, cette vision globale est cohérente si on veut vraiment avoir un changement de stratégie. On va parler pour terminer d'une autre victime de cette crise, j'ai nommé la culture. Les musées, les théâtres, les opéras, toutes les salles de spectacle vont fermer jusqu'à nouvel ordre. C'est le Premier ministre qui a annoncé l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes, suivant en quelque sorte le conseil de Matteo Renzi il y a quelques jours qui nous lançait cet avertissement. Écoutez. S'il vous plaît, ne sous-évaluez pas le risque comme nous l'avons fait. Parce que de nombreuses personnes décident, comme en France la semaine dernière, ou au Royaume-Uni, ou encore en Allemagne, d'aller au théâtre ou au musée, parce qu'ils veulent dire « N'ayez pas peur, nous allons au théâtre ». C'est une bonne réaction quand il y a une attaque terroriste. Nous montrons notre résilience. Mais quand il y a un virus, nous devons éviter de rester dans les lieux publics. Voilà, Natacha Polony, les salles de spectacle, pratiquement toutes, puisque c'est 100 personnes maximum, vont devoir en tout cas fermer temporairement. Ça, c'est un coup de massue aussi. Non, mais c'est un coup de massue pour tout le monde de la culture. Et de toute façon,
qu'elles aient été fermées ou pas, les gens ne s'y rendent pas. C'est-à-dire que là, il faut s'attendre à une casse absolument dramatique dans tous les domaines de la culture, de l'événementiel. Et là, il va falloir que l'État soit au rendez-vous pour aider, pour faciliter, pour compenser, parce qu'il y a des gens qui vont rester sur le carreau dans tous ces métiers-là. Toutes les maisons d'édition sont en train de reporter les sorties de livres. Enfin bon, on est face à une crise qui va avoir des conséquences dramatiques sur la vie concrète des gens. Donc, on parlait de choses qui peuvent sembler plus abstraites aux citoyens, mais en fait, ces éléments qui semblent plus abstraits, c'est la question de la capacité pour qu'ensuite l'État puisse agir très concrètement face à ce qui va être, tragique pour beaucoup de gens. Mathieu Plane. Non, juste un mot, c'est que en fait, il faut savoir que cette crise, elle touche pas l'ensemble des secteurs de la même façon. Et c'est vrai que les secteurs liés au tourisme ou à l'événementiel en général, ou au loisir, ou au secteur artistique, sont extrêmement impactés. Et on le voit, ils sont vraiment en première ligne. Et ils vont passer d'un chiffre d'affaires quasiment, une baisse d'activité énorme, ce qui peut être de 70-80%. Le problème, c'est que ces secteurs ont aussi beaucoup d'emplois sous forme de ce qu'on appelle les contrats temporaires, typiquement CDD et intérim. Et ça, le chômage partiel ne permet pas de protéger. Donc il y aura une grande question sur l'emploi, c'est que justement les ajustements vont passer beaucoup par l'intérim et notamment les CDD. Or, on va tomber pile au moment où la réforme de l'assurance chômage est mise en place et qui va limiter ces droits. Donc moi, il y a une question qui va se poser, c'est que si on veut limiter aussi la casse d'un point de vue social, et notamment dans ces secteurs-là, va se poser la question de l'élargissement des droits, au moins d'une façon temporaire. Aurélien Taché, il est pour vous cette question-là. Oui. On reporte, voire on annule cette réforme sur l'assurance chômage. C'est la demande de la CFDT et de Laurent Berger. Moi, je pense qu'effectivement, dans une période comme celle-ci, les droits rechargeables au chômage qui sont mis en suspension par cette réforme, en tout cas réduits, puisqu'au finalement... Muriel Pénicaud a dit qu'il y aura des annonces, mais pour l'instant... La réforme de l'assurance chômage, finalement, c'était revenir au système tel qu'il était avant la crise de 2008. Bon, il y a une crise qui arrive, donc il va falloir revenir certainement au système prévu pendant les crises, et il faudra aller plus loin. On avait proposé une loi en 2018, vous savez, pour étendre le chômage aux travailleurs indépendants. Ça n'a été fait que de manière très partielle. Moi, je serais pour que justement on invente de nouvelles protections pour ce type de travailleurs, parce que je ne crois pas que le travail indépendant soit condamné en soi. En revanche, il faut une protection sociale qui y soit adaptée. Et donc là, on a besoin effectivement peut-être de mettre cette réforme en suspens, comme le demande Laurent Berger, et puis de reprendre cette question des protections pour un certain nombre de travailleurs qui sont aujourd'hui précarisés. C'est quand même dommage, puisque cette crise nous permet de nous apercevoir qu'en effet, les réformes qui ont été faites par La République En Marche sont celles qui retiraient des droits, alors que l'ajout de droits aux travailleurs indépendants, qui était une promesse de campagne, ça n'a pas été fait. Ça a été fait, mais de manière trop timide. J'étais le rapporteur de la loi, et effectivement, je le dis, je pense qu'il faut aujourd'hui aller beaucoup plus loin. Moi, j'avais souhaité qu'à l'époque, on y intègre un certain nombre de travailleurs qui sont dits auto-entrepreneurs, etc. La manière dont est construite la réforme aujourd'hui rend ça difficile pour eux, parce qu'il faut pas rentrer dans les détails, mais il faut faire une liquidation judiciaire de son entreprise, que ne font pas les auto-entrepreneurs, c'est trop cher. Donc peut-être qu'il faut pouvoir reprendre effectivement cette question et aller beaucoup plus loin. En tout cas, moi, je le souhaite. Et je salue l'arrivée de Camille Saferis, qui vous écoute attentivement. Camille, qui va terminer cette émission avec sa chronique tout à l'heure et qui est également comédien. Oui, je suis intermittent du spectacle, moi. Et c'est vrai qu'autour de moi, je vois... c'est vraiment une hécatombe, quoi. C'est épouvantable. C'est la fermeture de tous les théâtres. Là, à Paris, tous les théâtres ferment. Il y a des gens qui cherchent des heures, qui cherchent à faire des cachets en faisant d'autres boulots, qui veulent faire du babysitting mais payer au cachet. Enfin, vous voyez, c'est bon. Les mesures de soutien à la fois aux salariés, aux entreprises, le chômage partiel, le chômage technique, vous allez... On va voir, c'est déjà très difficile d'être intermittent. Depuis quelques années, il y a eu beaucoup de... Enfin voilà, bon, je sais pas... mais c'est déjà très compliqué. Pour les gens qui font que du spectacle vivant, par exemple, c'est vraiment... En plus, c'est une annus horribilis. Là, vraiment, il y a eu les grèves des transports qui ont été très impactantes déjà. Donc... là, c'est vraiment le... Vous attendez des garanties du ministre de la Culture. Là, il est en quarantaine, puisqu'il est contaminé par le virus, mais vous attendez des mesures ? On les espère, oui, j'imagine. De façon un peu plus générale, Aurélien Taché, est-ce qu'il faut une pause dans les réformes ? Normalement, l'Assemblée reprend ses travaux après le deuxième tour, donc le 23 mars, dans 10 jours. C'est la réforme audiovisuelle, il y a la réforme des retraites au Sénat. Est-ce qu'il faut s'arrêter ou continuer ?
Mais dans votre question, on sent déjà que le mot réforme, il est connoté. Non, c'est une simple réformes, question. ça peut aussi être mettre en place ce service public de la dépendance. Les réformes, ça peut aussi être mettre en place ce qui ressortira de la Convention citoyenne sur le climat. Donc, moi, je ne crois pas qu'il faille poser le stylo. Je ne crois pas qu'il faille qu'on arrête de travailler et d'essayer de faire ce qu'on pense bon pour le pays, y compris au-delà de la gestion de la crise. C'est-à-dire, on parle de changement de modèle. Soyons modestes, mais enfin, en tout cas, si on veut aller vers là, il va bien falloir prendre des réformes importantes. Donc voilà, je ne crois pas qu'il faille que nous nous arrêtions. Simplement, il faudra peut-être prioriser les réformes qui sont de nature à renforcer les solidarités, les protections. Écoutez, je vous ai donné quelques exemples, mais par exemple, moi, je pense que la dépendance, maintenant, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir mettre en place et de manière extrêmement urgente. Sur la question de notre système de santé, il y a peut-être des choses qu'il faudra prolonger aussi. Donc, c'est plutôt vers là qu'il va falloir se diriger. Et peut-être un peu moins, si je réponds parfaitement à votre question, sur celle qui visait à moderniser l'économie, à libéraliser un certain nombre de choses, etc., qui n'est pas à remettre en cause en soi. Moi, je ne dis pas que j'ai soutenu ces réformes et je suis content de l'avoir fait, mais j'ai toujours pensé que c'était un volet de la politique qu'on devait mener et qu'il y a un deuxième volet qu'il faut mettre en place. Il était question de le faire de toute façon dans ce fameux acte 2. Aujourd'hui, il va falloir le faire très très vite et très, c'est ça très l'acte 2, donc en fait. En tout cas, il est accéléré par la situation. C'est le 20e acte 2 à peu près, puisque tous les mois, on a droit à l'acte 2 du quinquennat. Donc on espère que celui-là sera vraiment le bon cette fois-ci pour réellement faire une politique qui ne soit pas celle qui a été faite avant. Allez, je voudrais qu'on dise un mot pour terminer cette émission sur les élections municipales, donc qui sont maintenues. C'est une certitude maintenant. Avant cela, on va regarder notre dernier volet de la série sur Rouen, à l'ombre du nuage de Lubrizol. C'est signé Nathalie Guilloire et François Chevret. Rouen, c'est une ville divisée entre deux rives, avec comme séparation la Seine. Ce journaliste connaît bien la ville et pour lui cette division est physique mais aussi sociologique. Donc là on est rive droite, ici, avec la Seine qui va vraiment être une frontière naturelle et qui structure Rouen avec sa rive gauche qui est beaucoup plus industrielle, beaucoup plus populaire aussi, alors que la rive droite, centre-ville, est plusieurs quartiers qui sont plus bourgeois et qui sont plus historiques. Mais pour ce journaliste, l'incendie de Lubrizol n'impactera pas majoritairement le vote des Rouennais. Ce n'est pas une question qui est déterminante pour le choix du vote. Les écologistes avaient déjà ce temps d'avance qu'on leur accorde dans les sondages et qu'on pressent avant la catastrophe Lubrizol. Mais évidemment, ça crée une atmosphère, que ça soit déterminant, non, mais ça crée une atmosphère où tous les partis sont en tout cas obligés d'en parler et obligés de s'aligner et d'avoir une position là-dessus, ça oui. Pas d'impact sur le vote donc selon ce journaliste, mais la catastrophe de Lubrizol a plutôt renforcé une défiance, voire une colère vis-à-vis des élus. De nombreuses manifestations ont eu lieu juste après l'incendie. Ce député qui a Lubrizol dans sa circonscription a bien ressenti ce sentiment de colère. Il y a une peur légitime de la population et qu'on a senti pendant plusieurs semaines. Il y a une inquiétude très forte, un sentiment d'abandon aussi. C'est essentiel que la parole publique soit faite avec transparence, avec une diffusion d'informations au maximum pour que les citoyens puissent se rendre compte qu'effectivement, il n'y a rien qui n'est caché. Même si le traumatisme est toujours là, le quotidien des Rouennais a repris le dessus aujourd'hui. Reste à savoir si leur colère se ressentira ce dimanche dans les urnes. C'était indispensable de le maintenir, franchement, ces élections municipales. Écoutez, c'était indispensable, peut-être pas, mais à la question de la cohérence des mesures prises. On a a priori un dispositif qui permettra vraiment aux gens de ne pas être mis en danger. La question s'est posée, les scientifiques ont répondu que ce n'était pas nécessaire forcément de mettre un report. L'opposition du Sénat de Gérard Larcher a pesé. Les oppositions ont aussi demandé très fort à ce que ces élections soient maintenues. Vous reconnaissez que le fait même d'avoir envisagé de les reporter n'est pas rassurant. C'était normal de se poser la question. Dans le moment où on est, il faut tout mettre sur la table. Fermer les écoles. On a déjà le premier tour qui est maintenu. On verra dimanche prochain, parce que c'est ce qu'a dit le président de la République. Pour l'instant, on maintient le premier tour et on verra ce qui se passe la semaine prochaine. Pour le moment, on pense qu'on peut contenir les choses. Il pourrait y avoir un report
Si j'ai bien noté ce qu'il a dit, c'était pour l'instant maintien des élections, du premier tour dimanche. J'ai bien retenu premier tour, oui. Donc, vous n'avez pas d'informations là-dessus? Non, je n'ai pas d'informations. Natacha Polony. Oui, mais premier point, pour le coup, on peut considérer que c'est en effet l'opposition, les Républicains, qui a véritablement fait savoir que ce serait un scandale de reporter ces élections. Donc là, on ne peut pas non plus considérer que ce serait de la faute du président de la République, sachant qu'on ne peut pas non plus le soupçonner de mettre la population française en danger volontairement. C'est pas à mettre sur le même plan que les écoles. Les écoles, on sait très bien, quiconque a des enfants sait que le contact, la façon dont peuvent circuler des virus dans les écoles, c'est pas exactement la même chose que d'aller dans un bureau de vote de façon prudente. C'est tout à fait juste, mais c'est vrai quand on regarde maintenant les courbes de progression de cette épidémie, notamment en Italie, en Allemagne, elles sont exponentielles et elles sont exactement superposables à ce qui arrive dans notre pays. Et quand on regarde ce qu'ils font et ce qu'on fait, on peut se dire, alors, est-ce qu'on n'est pas en deçà? C'est ça la question. Je pense qu'il y a un équilibre qui est très complexe à trouver entre ce qui va éviter la panique et ce qui éviterait trop de laxisme. C'est un équilibre subtil. On peut considérer que telle mesure ne va pas dans mon sens. Il apparaît très clairement que le président de la République a cherché à atteindre cet équilibre, c'est-à-dire à ne pas sombrer dans une panique totale et dans l'irrationnel. Ce qui me frappe depuis le début de cette crise, c'est l'absence totale de rationalité qui se répand dans des pays qui sont censés être des pays où les gens sont éduqués, ont un minimum de connaissances scientifiques. Évidemment qu'on n'a pas les connaissances totales sur ce virus. On voit bien que les scientifiques eux-mêmes ont des discours contradictoires. Mais face à cela, ça ne sert à rien non plus de se précipiter dans les supermarchés pour aller acheter de l'eau en bouteille. Il y a un moment où il faut aussi que nous tous, et en particulier les médias, nous essayions de garder un discours à peu près raisonnable, c'est-à-dire de dire ce qu'on peut savoir, ce qu'on ne peut pas savoir, ce qu'on peut envisager et quels sont les actes nécessaires pour se protéger. Avant de vous passer la parole pour votre chronique, préparez-vous. On va essayer d'être un peu plus léger. Vous êtes le seul chroniqueur de la bande à être venu aujourd'hui. Vous avez vu, hein? Je sais qu'en plus, ce virus vous inquiète un poil. J'ai mon masque dans la poche, quand même. Très bien. Vous voyez, Non, d'un mot, vous ne craignez pas une abstention massive ? Et peut-être même des recours a posteriori de certains candidats qui n'auraient pas pu faire campagne comme les autres. Un peu plus d'abstention. Forcément, certains, notamment les personnes âgées, vont peut-être hésiter. Encore une fois, tout est mis en œuvre pour qu'il n'y ait aucune difficulté. Nous verrons bien. Tout ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas nous avoir dit qu'on allait perdre ces élections municipales et puis aujourd'hui nous reprocher de les maintenir pour de mauvaises raisons. On le fait parce qu'on pense que tout est sous contrôle. Qu'elles ne soient pas représentatives, c'est ça le risque. Je pense que c'est ce que Natacha Polony a dit est très vrai, c'est-à-dire qu'il faut trouver l'équilibre entre comment on ne met pas non plus une espèce de psychose généralisée dans le pays. On voit bien qu'on n'en est déjà pas très loin, donc c'est sûr que si on met tout en suspens, on risque d'aggraver aussi ce ressenti de la part des Français. C'est dit. Allez, on passe à Camille. Camille est là chaque vendredi, normalement entourée d'autres chroniqueurs, mais qui, pour des raisons diverses, n'ont pas pu venir aujourd'hui. On les embrasse. Vous savez, Aurélien Taché, Camille, il fait chaque semaine, au fond, découvrir à nos téléspectateurs des députés de façon un peu différente. Vous allez voir. Oui, c'est-à-dire que je vais boire un verre, en fait, avec un député à chaque fois différent. Alors, cette semaine, j'ai bu un verre avec Pierre Dharréville, qui est député PCF de Nîmes, du Gard. On s'est retrouvé au Café Français à la Bastille, qui est un café très chic et très sympathique, vous voyez, et très symbolique. Alors, Pierre Dharréville, il est très sympa. D'abord, c'est un ancien journaliste, c'est un poète, et c'est le député qui a une boucle d'oreille. Il a une grosse boucle d'oreille à l'oreille gauche, comme Corto Maltese, comme Bernard Lavillier. Vous voyez, c'est un poète. Alors, il a fait partie d'un groupe qui s'appelle, figurez-vous, les Bombardes. Jeu de mots. Il est chanteur, guitariste, compositeur, etc. Et alors, comme je connaissais pas moi son groupe Les Bombardes, je lui ai demandé quels étaient donc les tubes du groupe. Au fort de Figuerolles, tapis dans les broussailles. Mais voyez, là, vous me faites chanter dans un bar. Fort de Figuerolles, tapis dans les broussailles. C'est un fort qui se trouve sur la côte bleue, là, dans la rade de Marseille. Bon, alors, vous voulez pas me dire des titres du futur album donc, des titres. La couleur de ton ciel. C'est pas mal, ça. La couleur de ton ciel. J'aime la couleur de ton ciel. J'aime la couleur de ton ciel. C'est un truc comme ça, c'est une balade un peu, non? Oui, c'est une balade. Mais elle est mieux que ça. Ah, elle est mieux que ça. Ah ouais, c'est plus travaillé, c'est plus... Ça, on vous fait confiance. Voilà, un rocker. Ouais, vous voyez. Alors, quand il était petit, donc Pierre Dharréville, figurez-vous qu'il est venu visiter l'Assemblée nationale avec sa classe et il s'en rappelle très très bien.
Je me rappelle une fois être venu à l'Assemblée nationale quand j'étais au collège. Alors, c'était comment? Vous êtes... Impressionnant. Ouais. Impressionnant. Qu'est-ce qui impressionne d'abord? C'est quoi? Le velours rouge, les clous, le côté capitonné, le côté... Non, c'est pas ça. C'est un lieu d'histoire. C'est un lieu où les grandes heures de notre pays ont résonné. Quoi. Mais vous vous êtes pas dit, un jour j'y serai? Non, mais je me rappelle très très bien que le prof nous avait dit dans votre classe, il y en aura au moins un qui sera député. Mais je pense qu'il devait le dire à toutes ses classes. Hein. Voilà. Peut-être pas. Voilà. Peut-être pas. Si. Je vous rassure, il n'y a que de l'eau sur le bar, n'est-ce pas, oui, bien sûr, c'est la loi, de toute façon, c'est la loi. Alors, Pierre Dharréville, depuis toujours, il est fan de BD. Il a même été chroniqueur, il parlait de BD dans plusieurs journaux. Et puis, petit, il lisait, donc évidemment, Fripounet, Triolo, les héros de sa génération. Et il a repris la rédaction, à un moment, de Pif Gadget, qui a été relancé pendant quelques temps, dans les années 2000. Alors, il y avait le retour de Placide et Museau, Hercule, il y avait des BD d'Hugo Pratt, quand même. Vous étiez abonné? Oui, j'ai lu avec ça. Le petit jouet. Mon grand-père était communiste, moi, donc j'ai lu Pif Gadget quand j'étais petit. Oui, et ben voilà. Et puis alors, il y avait Rahan, le fils de Krao. Vous vous souvenez, le créateur de Rahan, d'ailleurs, vient de mourir, je crois, la semaine dernière. Donc, alors voilà. Et alors, il y avait effectivement une influence politique, peut-être, dans les bandes dessinées de Pif Gadget, parce qu'on savait que c'était un journal lié au Parti communiste, même si les enfants s'en rendaient pas forcément compte. Alors, on en a parlé avec Pierre Dharréville. Par exemple, les aventures de Rahan de l'époque, il y avait toujours quand même cette manière de mettre en avant l'ouverture d'esprit. Le slip en peau, le slip en peau. Ouais, il y avait ça aussi. Et le couteau en silex. On peut pas ramener à ça quand même. Il y avait de tout dans Pif. Il y avait des gags, il y avait les rigolus et les tristus. Il y avait, dans mon souvenir, il y avait deux peuples. Il y avait les tristes et les joyeux, quoi. Et vous êtes plutôt rigolus ou tristus? Je sais pas, c'est aux gens d'en juger. Moi, j'aime bien rigoler. De l'influence de Pif Gadget et de la BD en général sur la pensée d'un député d'aujourd'hui. Je sais pas, ça me paraît difficile de faire des liens comme ça, mais bon. Voilà, après, j'ai pas oublié ça. C'est une part d'enfance, une part de... Et tout ça, on l'a chacun en nous et faut pas l'oublier. Bon. Et puis... Vous arrivez vraiment à sortir à chaque fois des choses de chacun. Moi, je suis fascinée. Ils ne me disent jamais ce genre de confidence. Oui, mais c'est le principe. C'est pour ça que je vais les voir. C'est pour qu'ils me disent d'autres choses. Alors, bien sûr, évidemment, dans Pif Gadget, il y avait les gadgets. Vous vous en souvenez sûrement. Il y avait les Pifies, il y avait les œufs carrés, les haricots magiques. Vous vous souvenez de tout ça? Bon, et puis, il y avait les pois sauteurs et tout ça. Oui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être des gadgets pour l'Assemblée? Je crains le pire. Pierre Dharréville. Est-ce qu'il y a des choses qui manquent aux députés? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait inventer, des gadgets qui vous seraient utiles, auxquels on ne pense pas forcément? Pour un député, je sais pas, le truc pour tenir comme ça, quand on s'endort en réunion, un faux coude. Non, mais ça existe. Si vous allez par exemple, vous prenez l'avion, vous savez, on pourrait venir avec une sorte de lumière, le boudin gonflable, là, oui. Ouais, on devrait proposer ça à Richard Ferrand. Je ne sais pas s'il accepterait d'en donner un à chaque député. Bon, vous prenez rendez-vous avec Aurélien Taché. Aurélien Taché, prenez rendez-vous avec Camille Saferi. Avec plaisir. Vous dévoilerez un petit peu au comptoir autour d'un café. Je fais partie d'un groupe de musique, moi. Non, mais je sens que ça va être un bon client. Merci Camille. Vous revenez? Je reviens, je ne sais pas quand, mais j'espère bientôt. Merci infiniment Natacha Polony d'être venue sur le plateau d'LCP. Merci Aurélien Taché. Il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine pour cause de trêve électorale. Merci infiniment à l'équipe de Ça vous regarde. Fabrice Pierrot, Sylvain Poulet, Fanny Saliou, Léo et Constant. Très bon week-end à vous, profitez bien et à très vite.